Bonjour à tous et puis merci d'avoir répondu présent pour ce premier cercle philo de la saison 2021-2022. Aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à la question de la recherche et de l'engagement, puisque de plus en plus de débats convient finalement des scientifiques pour éclairer des problématiques, mais aussi pour entrevoir des réponses, voire des conseils. Alors en y participant, les scientifiques semblent alors peut-être sortir de leur fonction ou de celle qu'on s'imagine, puisqu'ils s'engagent. Tous les domaines de recherche sont-ils traversés par la question de l'engagement? Pour aborder cette question, doit-on distinguer recherche et expertise? Comment allier recherche scientifique et engagement citoyen? Et puis, l'engagement dans la recherche induit-il une prise de risque? Voici quelques-unes des questions auxquelles vont répondre Thomas Zanetti et Camille Rollins. Merci à tous les deux d'être là. Thomas Zanetti est maître de conférences en géographie urbaine à l'Université Lyon 3, chercheur au labo Environnement, Ville, Société, et Thomas se dit chercheur engagé. Et puis Camille Rollins, qui est chercheur au CIR, le Centre interdisciplinaire de recherche en éthique de l'Université de Lausanne. Camille, lui, se définit comme chercheur dégagé. Alors, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce nouveau cercle philo organisé par la Rotonde. Je vous ai présenté très rapidement, mais pour savoir plus précisément comment vous vous inscrivez dans la thématique d'aujourd'hui, recherche et engagement, je vous propose de nous en dire un peu plus sur vos parcours, vos réflexions, vos engagements ou vos dégagements. Alors pour commencer, je propose qu'on peut-être débute avec Thomas Zanetti. Merci. Bonjour à tous. Je me représente vraiment très rapidement, hein, mais ça a été dit. Donc, je suis enseignant-chercheur en géographie urbaine et je suis rattaché donc au laboratoire environnement, ville et société. Et c'est un point qui peut être aussi pas important, mais en tout cas à dire, c'est qu'il rassemble diverses disciplines des sciences sociales. Donc, ça amène aussi peut-être à réfléchir ces questions-là à partir de différentes disciplines. Et je travaille, moi, actuellement sur des mobilisations habitantes, on pourrait dire sur des luttes urbaines dans la métropole de Lyon et plus spécifiquement dans le quartier de la Guillotière, qui fait l'actualité ces dernières semaines, de quartier dans lequel je vis depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est déjà peut-être un premier élément d'engagement, c'est aussi de travailler sur le quartier dans lequel on vit. Donc, on a forcément aussi une autre vision des choses. Et donc, je me présente comme un chercheur engagé. En tout cas, si on me pose la question, je dis oui. Je ne me présente pas toujours de cette manière, comme ça, comme un label, mais bon, en tout cas, je ne le cache pas. Notamment parce que je fais partie de 2 collectifs militants de ce quartier de la Guillotière, qui pour l'un s'est opposé à un projet d'aménagement, et puis aussi à développer d'autres réflexions, et pour l'autre lutte contre ce qu'on appelle la gentrification, donc à la Guillotière, et qui a notamment créé un squat. Cet engagement militant, en fait, il a précédé un travail de recherche sur ce quartier. Je suis d'abord arrivé dans cet engagement comme habitant, comme curieux, j'ai envie de dire. Et puis, je me suis engagé dans ces collectifs. Et petit à petit, l'idée de mener un travail de recherche à travers cet engagement, enfin en partant de cet engagement, et c'est un peu imposé. Et donc, il est devenu progressivement un peu impossible de dissocier ces 2 activités. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai été amené à réfléchir sur ce qu'impliquait le fait d'être à la fois chercheur et puis aussi enseignant, parce que je fais travailler mes étudiants aussi sur le quartier où il y a des stages, etc., et militant, donc sur le même terrain. Et donc, par ailleurs, ça c'est un autre point sur, on va dire, voilà, la manière dont j'arrive à ça, c'est que je suis membre du réseau des géographes libertaires. Donc, c'est un petit réseau un peu informel de chercheurs en géographie, de doctorants, d'étudiants, qui s'intéressent à l'apport d'une perspective anarchiste pour la géographie et qui cherchent notamment à décloisonner le monde académique en tissant des liens avec des groupes militants, mais aussi avec des citoyens, des milieux associatifs, etc. Et donc ça nous a amené évidemment à nous interroger sur la place des chercheurs dans la société. Donc on se situe un peu dans une approche de sciences ouvertes qui vise une coproduction des savoirs entre divers acteurs, qu'ils soient chercheurs, militants, usagers, citoyens, voire élus, etc. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je vois
poindre de plus en plus quand même cette valorisation, y compris dans les carrières des chercheurs au niveau académique, de cette contribution finalement hors milieu académique. Et ça me paraît être assez récent, moi, dans mon labo, mais ça arrive de plus en plus. Donc ça, c'est un peu voilà, rapidement le cadre dans lequel j'ai été amené à présenter certains de mes travaux comme étant issus d'une recherche engagée. Ça n'a pas toujours été le cas. Et pour aborder juste quelques aspects généraux, on pourra revenir sur les questions posées un peu plus tard, mais moi je constate effectivement une injonction du milieu académique à argumenter, à justifier sa posture de chercheur engagé, dès lors que cet engagement il est assumé et qu'il est plutôt radical, en tout cas voilà, qu'il est posé comme tel. Et cette posture, même si ça a peut-être un peu changé, mais je le vois moi quand je propose un article par exemple, elle génère un peu des soupçons de moins de scientificité, ou en tout cas l'hypothèse que recherche et engagement serait un peu contradictoire, et donc il faudrait rassurer, donner des preuves de scientificité supplémentaire, on va dire, lorsqu'on se dit engagé. Donc ça implique, à mon avis, qu'on ne questionne pas de ce point de vue tous les travaux académiques qui ne se présentent pas, eux, comme engagés, et donc qui vont bénéficier d'un label un peu implicite de neutralité, voilà, alors que pourtant, il y a forcément une nécessité de penser l'engagement, même si elle peut être un peu moindre et un peu différente. Mais voilà, effectivement, on nous dit prouvez que vous êtes bien des scientifiques si vous êtes engagés, et si vous ne dites pas que vous êtes engagé, c'est bon, il y a moins à prouver. Euh, il y a beaucoup de chercheurs en fait qui brandissent, on va dire, dans des discours au nom de la scientificité, un principe, moi, que je pense être illusoire, qui est le principe de neutralité axiologique de Weber, qui a d'ailleurs, même si je ne suis pas spécialiste, était un peu mal traduit et souvent mal compris ou mal repris, et la nécessité d'adopter donc cette posture dégagée. Mais voilà, Camille nous en dira plus, effectivement, mais je sais que moi, il y a un géographe que je connais qui s'appelle Lionel Lasla, qui a écrit un texte justement là-dessus. Et puis, on a aussi le concept de neutralité engagée, là, de la sociologue Natalia Inich, où là aussi, moi, c'est des choses sur lesquelles je ne me retrouve pas. Donc, en fait, cette posture de recherche engagée, elle conteste l'hypothèse d'un dégagement absolu de la recherche, et elle récuse aussi l'amalgame qui est souvent fait entre neutralité et objectivité, qui ne sont pas forcément, voilà, qui vont pas de pair. L'engagement, la distanciation aussi, d'ailleurs, ça se pense en couple, je pense, sont intrinsèquement liés à la démarche de recherche. Et là, moi, je trouve qu'il y a une phrase de Didier Fassin qui résume bien les choses. Je cite, j'ouvre les guillemets, c'est parce que les hommes appartiennent au monde sur lequel ils tentent de produire un discours scientifique qu'ils ne parviennent ni à objectiver complètement les relations sociales, ni à éviter tout jugement de valeur sur les faits sociaux. Donc, en gros, on ne peut pas sortir de la société pour devenir chercheur. On est traversé un peu de toutes parts par ça. Donc l'engagement, pour moi, il ne peut pas être considéré comme étant par nature incompatible avec la scientificité. Il appelle en fait tout autant que d'autres postures de recherche un travail d'objectivation. Et à mon sens, même il favorise ce qu'on appelle une démarche réflexive ou une positionnalité, c'est-à-dire finalement prendre conscience, réfléchir, examiner un peu de manière approfondie sa propre démarche scientifique et ce qu'elle fait à son terrain. Et ça permet ça aux chercheurs de mesurer justement sa subjectivité, d'en tirer parti, tout en construisant un regard évidemment critique et distancié sur l'objet de recherche, mais qui ne sera pas totalement objectif. Donc ça a été quand même démontré à pas mal de reprises que l'engagement ne nuit en aucun cas à la rigueur scientifique. Et moi, je propose, comme ça pour terminer cette première introduction, de se demander si ce n'est pas plutôt la rigueur scientifique qui entrave l'engagement et sa capacité à changer l'ordre social en imposant une sacro-sainte distance, un refoulement des émotions et une censure de l'attachement, alors qu'on est des hommes et des femmes avant tout, et qu'on est forcément attaché à quelque chose et traversé par ces choses-là. Voilà, donc c'était un peu une manière de résumer comment je vois les choses, même si, comme je l'ai dit en préparant, je n'ai pas réfléchi d'une manière extrêmement aboutie ces choses-là, donc je les vis plus que je les réfléchis, mais ça fait peut-être partie aussi de cette posture de chercheur engagé. Merci Thomas Zanetti pour ces premiers mots qui nous ont permis de faire un petit pas vers vous et vers votre démarche, votre analyse, qui, même si elle est nourrie par une expérimentation plus peut-être que par une réflexion, il n'empêche qu'elle est quand même très éclairante à travers tout ce que vous nous avez dit. Alors, vous avez directement interpellé et emmené dans le débat Camille. Donc, Camille va à son tour eh bien, revenir un petit peu sur son approche et puis ce qu'il appelle être
sa posture, une posture plus dégagée. Camille, hein. Merci beaucoup et je vais rebondir là-dessus et avec, enfin, comment dire, justement un contrepoint, mais qui n'est pas exempt de points d'accord, dirons-nous. Alors oui, la formule chercheur dégagé, quand je dois l'expliquer, souvent je pars d'une référence qui est plus humoristique que scientifique, mais ça favorise la conversation, qui est la référence à Desproges, qui disait, quand on lui demandait s'il était un artiste engagé, il disait non, non, moi je suis un artiste dégagé. Et en fait, quand on étudie un peu cette posture-là, évidemment que la posture, enfin l'humour de Desproges, ce qu'il présente, il y a un certain nombre d'idées qui percent. Vous savez, c'est une grande question qui avait été posée par Fichte. Est-ce que c'est l'homme qu'on est qui détermine le type de philosophie qu'on fait, ou la philosophie qu'on fait qui révèle le type d'homme qu'on est? Évidemment, là, dans le cadre des proches, par exemple, on voit une posture, par exemple, clairement individualiste. C'est quelque chose d'évident. Mais il y a cette idée, justement, qui est une idée dont on peut défendre jusqu'à un certain point qu'elle est individualiste, d'une méfiance, en fait, de la capacité à parler pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. C'est-à-dire, on peut parler dans l'espace public, on peut faire une proposition d'interprétation sur des choses, mais dans l'idée qu'il est toujours dangereux, enfin, peut-être pas dangereux, mais qu'en tout cas, on a intérêt à être prudent et même à se méfier de sa propre propension à passer de l'interprétation à la prescription de ce qu'il faut faire ou pas dans un domaine. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien montré par un auteur qui s'appelle Zygmunt Bauman. Un de ses premiers grands bouquins s'appelle La décadence des intellectuels, des législateurs aux interprètes. C'est-à-dire une sorte d'apprentissage, de rude apprentissage du fait que les philosophes ne seront pas, par exemple, les philosophes ne seront pas rois ou n'inspireront pas directement les rois, ils ne légiféreront pas sur ce qu'est une bonne société, mais ils peuvent faire des propositions d'interprétation, qui sont plurielles, puisqu'ils ne pensent pas tous la même chose, sur l'évolution par exemple, des sociétés sur lesquelles les personnes se positionnent. Et cette idée d'interprétation, elle me semble intéressante parce qu'elle permet d'intégrer aussi quelque chose que Thomas Zanetti a dit et qui est très juste, c'est que la neutralité axiologique de type weberien, même des gens qui s'en réclament très directement, je ne sais pas, je vais penser dans le débat sociologique à quelqu'un comme Raymond Boudon, par exemple, on voit clairement un certain nombre de positions idéologiques de Raymond Boudon percer à travers sa neutralité axiologique. Et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas intéressant. Voilà. Mais sachant cela, il y a comment dire, le savoir permet d'une certaine manière de se dire, est-ce que je peux m'engager en tant qu'intellectuel ou en tant que science avec un grand S ou en tant qu'université avec un grand U, ou est-ce qu'au fond, je présente un avis qui n'est que le mien pour ce qui est de prescriptif et qui est le fruit d'un travail scientifique pour ce qui a d'outils d'interprétation qui peuvent être donnés aux personnes. Et il me semble que cette posture-là, le fait de dire pour tout ce qui est prescriptif, je ne suis que moi, un citoyen parmi d'autres et qui les vaut tous, mais en tant qu'interprétation, mon travail, c'est aussi de faire des propositions d'interprétation, mais que vous pouvez refuser. Elle est précieuse, donc c'est comme ça que je définis la posture d'intellectuel dégagé. Elle est précieuse parce qu'elle permet en fait de sauver quelque chose qui me semble très important dans la posture intellectuelle, qui est ce que Foucault a critiqué en parlant d'intellectuel générique. Intellectuel générique, c'est quelqu'un qui ne va pas donner uniquement, enfin qui ne va pas prendre la parole uniquement sur des sujets dont il est ultra spécialiste, mais également sur des sujets qui peuvent être plus larges. Et Foucault opposait à ça la posture qu'il appelait de l'intellectuel spécifique. Et à mon sens, la posture d'intellectuel générique, elle peut être vue comme étant un enrichissement, comme étant quelque chose d'intéressant quand elle est interprétative, quand on ne somme pas, j'allais dire, les gens d'avoir un certain avis, mais elle peut, crisper les publics et les éloigner de la prise de parole publique d'un certain nombre de personnalités du monde académique notamment, quand elle est plus prescriptive que ça ou quand elle se fait, pourrait-on dire, pas forcément culpabilisante, mais en tout cas plus directement normative. Un bon exemple de ça, je vais prendre volontairement un exemple d'une personne qui est plutôt vue comme un intellectuel qui a eu une importance tout à fait
favorable par son engagement. Quand Émile Zola s'engage dans le cadre de l'affaire Dreyfus, il a à faire face au contre-engagement, j'allais dire, d'un intellectuel anti-Dreyfusard qui s'appelle Brunetière, qui dit que, je cite de mémoire, mais que l'intervention d'un romancier fameux dans une question de justice militaire lui fait le même effet que l'intervention d'un colonel de gendarmerie dans un débat sur les origines du romantisme. C'est-à-dire qu'il y voit une manière de critiquer la propension à parler, à donner un avis tranché sur des questions dont on n'est pas spécialiste. Alors, il me semble à la fois que dans certains cas, et là le cas de Zola est exemplaire, ça peut être extrêmement précieux, mais que dans d'autres cas, ça peut amener à se dire, bon, on a le micro devant soi en raison d'une posture d'autorité, je ne sais pas, parce qu'on est spécialiste de tel ou tel point précis de l'analyse de telle ou telle donnée, et on va s'autoriser en fait de cette posture-là pour donner un avis plus général, pas uniquement interprétatif, mais prescriptif. Et c'est là où, à mon sens, ça peut devenir glissant, j'allais dire, d'un point de vue éthique, mais aussi glissant d'une manière beaucoup plus pragmatique sur la confiance que la société peut accorder ou non, par exemple, à ces universitaires payés avec de l'argent public, pour prendre un exemple simple. Donc, ça peut susciter de la défiance dans ces domaines. Et donc, c'est sur cette base-là que j'essaye d'entretenir ce dégagement qui est justement avoir conscience d'être engagé dans la société au sens d'y être encastré en tant que citoyen, d'avoir des lectures plutôt que d'autres, des conversations plutôt que d'autres, des centres d'intérêt plutôt que d'autres, mais du coup d'essayer de s'en tenir autant que possible à ces postures d'interprétation et pas de prescription. Par exemple, je suis incapable en tant qu'éthicien de dire si quelque chose comme l'obligation vaccinale est bien ou pas bien. Par contre, je peux essayer de dire, en fonction des différentes doctrines du droit public ou en fonction des différents types d'éthique normative, comment des chaînes de réflexion éthique peuvent s'articuler ou non, en précisant bien qu'on est dans le domaine des nuances de gris et que donc, de toute façon, dans l'éthique, il n'y a que des mauvaises décisions et on essaie de choisir la moins pire. Donc, c'est dans cette idée-là que je présenterai cette posture. Thomas Zanetti, une réaction à ce que vient de dire Camille? Merci Camille, mais je pense qu'on se rejoint pas mal effectivement, mais je pense que voilà, c'est bien, ça me donne moi aussi des éléments, effectivement, la posture je suis assez d'accord avec la posture d'intellectuel générique, organique, là effectivement, qui a critiqué qu'à partir du moment où on est spécialiste de quelque chose, aussi la machine, des fois médiatique, etc., quand on devient un peu sur le devant de la scène, nous amène à parler d'autres choses. Et effectivement, à partir de ce que disait Camille, une posture d'autorité sur un champ spécifique, on se permet, effectivement, on se laisse aller des fois, et quand on n'a peut-être pas les ressources de l'interprétation sur certains sujets, c'est là où on glisse effectivement sur, tiens, je retrouve ma posture d'autorité, pourquoi pas me laisser aller à parler, à prescrire et à donner mon avis sur des choses où justement on n'est pas forcément en capacité. Et en fait, moi, je me disais, je voyais Camille qui c'est un peu un lien interprétation, dégagement et prescription, engagement. Et peut-être que finalement, il y a un lien croisé entre interprétation et engagement, justement, sur le fait qu'on peut s'engager à partir du moment où on est sûr d'avoir déjà bien interprété les choses. Et effectivement, par contre, quand l'engagement, elle saute cette étape et qu'elle tombe finalement dans le presque, je dirais, la vie du café de commerce, mais avec une étiquette universitaire qui permet en fait finalement d'enrober dans un statut autre les choses, et ben là effectivement Camille a raison, ça peut engager beaucoup de défiance et c'est pas une bonne chose effectivement de se positionner comme ça. Donc l'engagement, c'est pour ça qu'il demande beaucoup d'efforts finalement, et il demande d'avoir une solide interprétation des choses et de parler. Voilà, c'est comme une seconde étape un peu, quoi. C'est pas, il faut pas justement glisser les choses et passer cette étape-là parce que ça engage effectivement les problèmes que soulevait Camille. Donc on se rejoint là tout à fait à ce niveau-là, sur les risques de l'engagement en fait. Est-ce que tous les domaines scientifiques sont traversés par cette question de l'engagement, ou est-ce que, pour aller vite, on pourrait dire que les sciences humaines et sociales sont un peu plus rapidement confrontées, en tout cas, à cette question? Moi, je pense que tous les domaines de recherche sont, à mon avis, traversés par la question de l'engagement par rapport justement à cette subjectivité qu'ont les gens. Je pense que, alors, je suis pas du tout proche des sciences dures, mais je pense que finalement, même quand on mène une recherche en biologie, en pharmacologie, par exemple, sur des choses qui paraissent comme ça très scientifiques aux sciences dures, que c'est défini par un protocole assez clair, assez précis, avec un objectif, etc.
il n'en demeure pas qu'il est mis en œuvre par des individus qui sont des sujets politiques et sociaux et donc qui ne peuvent pas se débarrasser de leur subjectivité personnelle. Donc, dès qu'un chercheur, finalement, il choisit un sujet de recherche, il est pour moi un peu dans l'engagement. Après, ça n'empêche pas, effectivement, tout ce que disait Camille, de travailler d'interprétation. On ne travaille pas sur tel ou tel sujet par hasard, on le fait en fonction de nos intérêts, de notre histoire, notre rapport au monde, nos convictions personnelles, qu'elles soient politiques, religieuses, citoyennes, etc. Et donc, finalement, l'engagement citoyen n'est pas la seule source de subjectivité, donc côté un peu militant, n'est pas la seule source de subjectivité qui peut intervenir dans la production des savoirs et la démarche scientifique. Et je pense que beaucoup de chercheurs en sciences dures, en sciences expérimentales, là, Camille en connaît peut-être plus que moi, mais a priori, on n'est pas forcément trop proche d'eux, ont, à mon avis, beaucoup, je veux pas, voilà, c'est une supposition, mais je pense comme croyant, puis j'en connais quand même quelques-uns, comme croyance politique, elle est politique, que le progrès technique est autonome vis-à-vis du social et de l'activité politique. Il y a cette espèce justement de croyance comme la science comme étant à part. Sauf qu'ils n'en ont pas forcément conscience et que c'est déjà un élément de subjectivité qui va finalement aussi influencer leurs travaux. Après, ce qui est sûr, c'est que tous les domaines de recherche ne s'interrogent pas de la même manière et avec la même intensité ou fréquence, et même certains sûrement pas du tout, et ne mènent pas donc de démarche réflexive comme j'en parlais au début. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, quasiment constamment dans l'anthropologie et l'ethnologie, et qui est vraiment une tradition de ces disciplines de travailler sur sa position, sur voilà, sa posture réflexive, et qui a gagné, je pense, l'essence sociale un peu plus. Moi, je parle en géo, en sociologie, etc. En études urbaines, c'est quelque chose qui apparaît un peu plus fréquemment depuis peu. Donc voilà, je dirais que c'est partout, mais c'est pas pensé effectivement de la même manière partout, voire c'est pas pensé du tout, des fois. Camille? Oui, je suis à nouveau globalement d'accord avec ce qui a été dit, avec deux petites, alors c'est des parallèles plus que des contradictions, là, très, très clairement. L'idée qu'il y a quelque chose de conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire des sciences en général où on va considérer, y compris que telle ou telle science dure, va pouvoir avoir des enjeux idéologiques plus ou moins marqués. Je pense à la génétique, notamment, dans l'histoire, que ce soit des pensées racistes ou de la question de savoir si le matérialisme dialectique s'appliquait à la nature ou pas. Enfin, voilà, c'est des questions de cet ordre-là qui ont donné lieu à des centralité, enfin, de questions qui pouvaient apparaître loin des sciences humaines et sociales en tant qu'enjeu idéologique. Dans un autre registre, la médecine aujourd'hui est très largement réimpactée par ça, par le prisme des questions bioéthiques, en fait, de façon générale. Il me semble néanmoins qu'il y a un argument, j'allais dire encore une fois, presque empirique, là, qui joue. C'est que quand on parle de l'idée d'engagement, il y a une conception de l'engagement qu'on peut concevoir aussi comme fidélité à des idées au sens moral, c'est-à-dire inscription dans la longue durée. Et là, il est clair, par exemple, que des philosophes vont pouvoir citer dans des bibliographies d'articles scientifiques Platon ou Aristote, là où je pense, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, mais je me permets d'avancer ça, qu'on ne peut pas utiliser comme cadre scientifique la géographie ptolémaïque en géographie aujourd'hui. Ou encore plus que quand on prend des articles dans des domaines de sciences que tu as appelés durs, Christine, des fois les articles scientifiques cités sont plutôt tous dans les 10 dernières années, dans quelques revues, Science, Nature, ce genre de revues-là, alors que dans des articles de sciences humaines, on peut avoir Weber, Tocqueville, Taine, Tard, de toute façon tout à fait actuel dans des bibliographies. Donc du coup, on a moins ce souci, suis-je fidèle à l'inspiration d'un fondateur qui vécut il y a 250 ans, tout simplement parce qu'il n'est pas dans la bibliographie que j'utilise, et qu'on peut tout à fait tranquillement dire que oui, telle personne a eu une grande importance dans l'histoire de telle ou telle science, mais certaines de ses conclusions ont été réfutées par la suite, donc on n'y est pas fidèle et c'est absolument pas un problème. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir aussi cette problématique en y ajoutant un autre mot qui serait celui de l'expertise, qui amènerait certains chercheurs sur le champ, par exemple, du conseil, et donc finalement de l'engagement de leur recherche au profit d'une façon possible d'aborder une problématique et de la rendre éventuellement effective assez concrètement. Est-ce
est-ce que l'expertise flirte avec l'engagement finalement, puisqu'il aura un prolongement? Est-ce que c'est une autre façon de s'engager? Est-ce que ça reste beaucoup plus technique et donc moins engageant quelque part? Comment est-ce que vous voyez cette donnée-là aussi? Je pense que c'est un terrain glissant, c'est l'expertise. Je pense qu'en fait, il faut considérer que la recherche, c'est une forme d'expertise, qu'il y en a d'autres. C'est une forme d'interprétation avec ses codes, donc voilà, avec ses façons de voir les choses, mais qu'il en existe d'autres. Alors moi, là, pour le coup, c'est pas forcément une question que j'ai vraiment réfléchi, mais en aménagement, dans les villes, on a effectivement plusieurs sortes d'expertise. Et de plus en plus, on a une tradition où c'était l'État, la technocratie, vraiment avec une expertise très normée, pour le coup, très normative, avec des formations très culture de l'ingénieur. Et petit à petit, l'expertise des sciences sociales est arrivée dans ce milieu-là, a remis en cause cette posture un peu de l'expertise reine qui était celle de l'ingénieur. Et aujourd'hui, de plus en plus, et moi, c'est comme ça que les étudiants que j'ai sont amenés à travailler, on reconnaît l'expertise, ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Donc, celle des habitants, finalement. Qu'à un moment donné, quand on fait une place publique quelque part, peut-être que le technicien qui n'habite pas là et qui est dans son bureau et qui vient de temps en temps et qui étudie les documents, il a effectivement une expertise, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Et l'expertise des habitants, des usagers est aussi importante. Et donc, ça se confronte. Et puis après, il y a une expertise qu'on pourrait dire politique, en tout cas la décision, mais qui est aussi à partir d'une interprétation, d'une vision politique des choses, et tout ça se mélange un peu. Donc je pense qu'il faut éviter en tout cas de présenter l'expertise scientifique comme une vérité qui serait intrinsèquement supérieure à d'autres registres d'analyse du monde social, pour justement aussi revenir sur cette réflexivité et mieux penser et critiquer ces conditions de production, ces biais, les instrumentalisations aussi, elle peut faire l'objet, parce qu'une fois qu'on a délivré cette expertise scientifique, elle est effectivement, voilà, elle peut être récupérée d'une certaine manière, on n'a plus trop de prise dessus. Et là, moi, j'ai un exemple assez concret, c'est dans les années 90, il y a un chercheur économiste canadien qui s'appelle Richard Florida, qui a développé un concept de ce qu'il appelait la ville créative, donc qui considérait qu'en fait, aujourd'hui, la croissance des villes et l'attractivité des villes étaient liées à l'attraction d'une certaine catégorie d'une classe sociale qu'il appelait la classe créative, donc fait notamment de travailleurs de la recherche, mais des médias, des arts, etc. Et qu'il fallait finalement pour les villes modeler à leur image pour les attirer et donc pour notamment se remettre d'une ville qui était désindustrialisée ou qui était en crise. Et donc finalement, ça a produit une standardisation des politiques urbaines qui fait que beaucoup de grandes villes se sont basées sur cette théorie-là et lui, il était consultant, c'est-à-dire qu'après, il évaluait comment les villes avaient répondu à sa théorie et donc voilà, ça a standardisé des politiques et ça a créé pas mal aussi d'exclusion sociale parce qu'on s'est mis à faire des villes pour certains et pas pour d'autres. Et voilà, donc cette posture-là, effectivement, un peu de conseiller du prince, à partir d'une expertise scientifique, mais qui devient finalement, on voit qu'il y a des intérêts autres qui apparaissent, pose problème. Enfin, ça, c'est un exemple, je trouve, qui résume un peu les choses. Donc, je pense que voilà, passer d'expert à consultant, je pense que voilà, c'est un terrain très glissant, presque plus que celui de l'engagement qui est dit et qui est réfléchi. Sur cette question d'expertise, je suis très d'accord que c'est une notion assez glissante parce que pour moi, c'est une notion qui a entièrement sa place dans ce qu'on peut appeler l'établissement des faits. Il y a une manière de montrer ça. Dans les études sur l'histoire qu'a fait Paul Ricoeur, il distingue trois types en fait, de démarches historiques. La première qui est l'établissement des faits. Par exemple, répondre à la question combien il y a eu de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Et là, il faut éplucher des registres militaires, des cimetières, des ossuaires, des listes de disparus, des listes de... Et c'est un travail, je vais dire, extrêmement technique de comptabilité. Après, on va pouvoir dire quelles sont les personnes qui sont comptées comme militaires ou pas. Enfin voilà, il y a des marges, mais il y a une dimension, il y a des gens de manière très précise qui vont pouvoir vous dire il y a tant de gens qui sont morts ou disparus à la bataille de Passchendaele, et pas plus et pas moins. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement technique. Il dit ensuite, il y a l'histoire encore une fois, comme compréhension, comme interprétation. Là, on va se dire, par exemple, pourquoi les Alliés ont-ils choisi d'attaquer à Passchendaele, par exemple. Et là, on va pouvoir
on va essayer de réunir des éléments de preuve, on va étudier ce qui s'est dit dans les commandements respectifs, on va étudier la carte générale du conflit, on va étudier ce qui s'est dit dans les ministères de la guerre, mais il y a toujours une marge d'interprétation à cet endroit-là. Et donc là, on est typiquement, pour moi, plus uniquement dans l'expertise, mais dans l'interprétation, puisqu'à partir des mêmes chiffres de morts à Passchendaele, on peut donner des interprétations concurrentes et puis les débattre dans les colloques. Et il y a un troisième type d'histoire pour Ricoeur, qui est ce qu'il appelle l'histoire poétique, c'est-à-dire le fait d'inscrire ça dans un registre de compréhension plus générale qui ne se revendique pas intégralement de scientificité, qui est une proposition de compréhension du monde humain. Là, vous pouvez avoir comme exemple Le monde d'hier de Stefan Zweig, où la bataille de Passchendaele, ça va être une petite partie de la Première Guerre mondiale qui va interpréter comme ce qu'il appelle le suicide de la civilisation européenne, qui va lui-même interpréter dans l'histoire universelle le tout dans une posture engagée qui est qu'il est un intellectuel engagé contre le nazisme. Bon, voilà. Et là, on est dans l'histoire poétique. Pour moi, l'expertise bien comprise, elle est très clairement au niveau du premier type d'histoire dont parle Ricoeur. Elle est souvent, et c'est difficilement sans doute empêchable, entre le premier et le deuxième type quand on utilise le syntagme expertise et conseil, puisque conseil, c'est sur la base d'une interprétation. Et c'est, à mon avis, le plus loin qu'on peut aller dans une posture qui se veut dégagée, raisonnablement dégagée. Par contre, il y a aussi une posture d'engagement, là pour le coup, qui va accepter d'embrasser d'une certaine manière au moins les deux premières étapes dont parle Ricoeur, et même souvent des fois la troisième, notamment quand on est sur une interprétation plutôt sur l'évolution globale des sociétés, avec un jugement positif ou négatif. Et encore une fois, ça a sa place, mais ça ne peut pas quand on en est là, on ne peut pas se revendiquer de la seule expertise et de la neutralité axiologique, à mon sens. Oui, je suis assez d'accord. Il y a d'autant que le terme d'expertise, de conseil, etc., il est un peu glissant, d'autant plus des fois on avance un peu masqué, peut-être sans le vouloir, mais qu'effectivement c'est dur finalement, c'est pas si simple que ça de faire une vraie expertise objective, même quand on nous le demande. Alors je sais que moi, quand on produit des expertises, moi ça m'arrive sur des opérations d'architecture ou de projets de recherche, on a des grilles. Et voilà, les gens se rassurent avec des grilles, avec des croix, avec des choses très très normées comme ça, pour se dire, voilà, là, c'est purement, effectivement, de l'expertise, dans le sens où c'est très normé, etc. Mais malgré ça, et malgré sa propre volonté, on reste quand même, des fois, c'est dur de ne pas interpréter, en fait, notamment quand c'est notre métier. Donc, en fait, là, ici, il faut une grande clarté, je pense, avec sa position. Et ça permet d'éviter des glissements. Donc, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Camille. Bernard Guy fait partie de ceux qui nous écoutent. Merci Bernard. Alors, si nous sommes arrivés jusqu'à Thomas Zanetti, c'est grâce à Bernard Guy. Bernard pose deux questions. Alors, l'une, peut-être, je vais la poser en premier parce qu'elle revient juste sur ce que vient de dire Thomas. Thomas, peux-tu donner des exemples précis sur les demandes qui lui sont faites de donner des preuves supplémentaires de scientificité? Dans quelles occasions? Comment cela se traduit-il? Et tant qu'on y est, qu'est-ce que la scientificité? Merci Bernard. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à la dernière question comme ça. Mais effectivement, les preuves supplémentaires, alors là, je pense à une occasion pour un article. À partir du moment où, dans la première version de l'article, j'ai dit effectivement que je faisais partie des collectifs que j'étudiais, donc d'une manière un peu comme pour donner les liens qu'on a avec le terrain. Et là, on m'a demandé effectivement de vraiment passer du temps dessus. Alors moi, ça me posait juste un problème, c'est que j'avais pas beaucoup de place pour tout ce que je voulais dire. Et donc là, c'était quelque chose de très pragmatique. Mais voilà, on m'a demandé de vraiment expliquer justement quels étaient mes liens avec les collectifs, qu'est-ce que ça voulait dire en faire partie, comment ça se passait, est-ce qu'ils savaient que j'étais chercheur et que je produisais des choses sur eux, voilà, toutes ces, et puis finalement d'analyser, de dire peut-être que là il y a un biais dans ce que je dis parce que je fais partie des collectifs. Si je l'avais pas dit du tout, ou si j'avais, je sais pas moi, que j'y étais allé quelques fois, mais que je me sentais pas vraiment en faire partie, j'aurais quand même été dans une subjectivité vis-à-vis de ça, et j'aurais pas eu à le dire. Donc on m'a vraiment demandé de bien réfléchir là-dessus pour ne pas me jeter le soupçon que ça serait pas scientifique et que ça serait militant. Et voilà. Et la scientificité, je sais pas exactement j'ai du mal à répondre là, mais en tout cas pour certains, ça ne peut pas être l'engagement militant.
En tout cas, ça doit être différencié. C'est ce que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de temps en temps. Comme si finalement, à un moment donné, on ne pouvait pas être les deux à la fois et réfléchir là-dessus. Qu'on était l'un ou l'autre dans le cadre d'un papier scientifique. Et je pense que ça revient un peu à ce que disait Camille, hein. Si, à mon avis, on est dans l'interprétation et pas dans la prescription, et sur quelque chose qu'on connaît, on peut être dans l'engagement. Effectivement, et comme le disait Camille, si à partir d'une qualité d'interprétation sur un sujet, on s'engage et on prescrit sur d'autres sujets, là, effectivement, il y a un problème. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça a répondu à ce que disait Bernard, mais en tout cas, voilà, on demande des preuves supplémentaires un peu par la mesure de ce que fait l'engagement à son travail de chercheur. Alors Thomas Zanetti, je disais tout à l'heure que nous étions arrivés jusqu'à vous grâce à Bernard Guy, qui ne pouvait pas participer à la construction, à la mise en place de ce cercle philo, mais qui nous fait le plaisir d'être là. Bernard qui nous avait donné votre nom en nous disant qu'il se souvenait de travaux que vous aviez fait réaliser par des étudiants, justement peut-être sur cette question de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux précisément et sur ce lien avec les étudiants? Alors, en fait, c'était un atelier qu'on avait organisé donc, avec Bernard, avec d'autres collègues. C'est une formation en fait, doctorale donc, pour les doctorants de l'école doctorale de Lyon 2, donc de sciences sociales, pour justement réfléchir à pas, alors moi, c'était sur l'engagement et le rapport au terrain, mais plus largement sur diverses manières finalement de réfléchir, de faire de l'épistémologie aussi de leur propre discipline, puisqu'ils n'étaient pas tous de la même discipline. Et l'idée, c'était de partir de textes, justement, de certains nombres de textes qui ont été écrits sur l'engagement, beaucoup par des sociologues quand même, et justement d'amener les étudiants qui sont en train de faire une thèse à réfléchir sur ce que eux ils font à leur terrain. Et pas seulement, parce qu'une thèse, c'est vrai que c'est assez normé, c'est assez académique, on a son enquête de terrain, on l'a fait, après on écrit. Et de voir finalement, finalement, ils sont pas, il y en a, ils en ont leur terrain, c'est vraiment juste leur terrain de thèse. Et puis il y en a, finalement, c'est aussi quelque chose qu'ils pensaient avant et qui leur tient à cœur. Et puis il y en a, bah, ils vont penser qu'à ça pendant 3 ans. Et ça va devenir quelque chose de très important. Donc à partir de ce moment-là, il y a plus, c'est plus que le terrain qui est interprété, c'est aussi leur propre vie à ce moment-là donné. Une thèse, c'est assez marquant en sciences sociales, surtout quand ça dure 5-6 ans. Moi, je prenais un peu mon exemple aussi. Moi, j'ai fait ma thèse sur Michelin et Clermont-Ferrand. Et à la base, j'aurais été plutôt, même je suis plutôt critique pour moi, Michelin, effectivement, je dirais, c'est la multinationale capitaliste. Ils sont pas, c'est pas des gentils, entre guillemets. Il y a plein de choses à critiquer. Mais quand on passe 6 ans à travailler sur Michelin, aujourd'hui, je disais, c'est une multinationale capitaliste, mais elle est mieux que les autres, quand même. Alors pourquoi elle est mieux que les autres? Parce que j'ai passé 6 ans à travailler dessus, à y penser. Donc, il faut quand même, pour pas que ce soit trop dur, il faut quand même y trouver un peu de plaisir. Et donc, c'est là où l'attachement se crée. Et donc, je pense, voilà, le but de la formation, c'était aussi de réfléchir à ça et de faire discuter en disant pourquoi moi qui travaille, je dis un peu n'importe quoi, mais sur la protection de la nature en Inde, ou moi sur les mobilités douces en Lozère, je vis pas la même chose finalement. Et ça me transforme pas aussi de la même manière. Donc voilà, le but de cet atelier, c'était un peu ça. On l'avait d'abord fait avec le réseau des géographies libertaires auprès de chercheurs. C'était moins intéressant finalement, parce que les chercheurs avaient déjà pensé à ça, qui avaient participé. Là, c'était intéressant parce que les étudiants n'étaient pas tous dans la même posture. Et il y avait certains pensés, d'autres moins. Et donc voilà, le but, c'était voilà, qu'ils sortent un peu de la tête du guidon de la thèse et qui prennent un peu de hauteur par rapport à ce que le terrain leur fait de thèse, le travail de thèse, et ce qu'ils font eux aussi finalement à ce terrain-là, et comment potentiellement, ça peut aussi les changer en tant que personne, parce que ça peut être marquant de travailler 6 ans sur un sujet. Bon, après, on passe à autre chose, mais il y a des moments où on fait corps avec son sujet. Donc voilà, de penser un peu à tout ça, c'était ça le but. Évidemment, la sociologie, c'est se mettre soi-même dans un environnement particulier, s'immerger, l'analyser, l'observer, le décortiquer, le penser finalement, avec un objectif de recherche. Il y a d'autres questions aujourd'hui qui sont sensibles, et notamment l'environnement. Je vous parlais des travaux que vous aviez faits, parce que c'est avec la jeune génération, avec des étudiants avec lesquels vous travaillez. Et ce matin, Delphine, une de mes collègues, m'a fait suivre un article d'une démarche qui a été entreprise au début par une poignée d'étudiants de grandes écoles, puis structurée par 700 d'entre eux. Et fin 2021, ils étaient 32 000 étudiants et étudiantes de grandes écoles à avoir signé un manifeste pour un réveil écologique dans lequel ils s'engagent en affirmant « Nous, futurs travailleurs, sommes prêts à questionner notre zone de confort
pour que la société change profondément. En clair, ils revoient tout simplement, par exemple, leur salaire en se disant prêts à le diviser par deux par rapport à ce que leurs études, a priori, leur permettent. Ils demandent que dans leur cursus, plus d'heures soient consacrées à l'enseignement en lien avec les questions majeures liées à l'environnement, et ils souhaitent que dans leur pratique professionnelle, ils souhaitent être en adéquation entre la façon qu'ils auront de vivre au profit d'une planète vivable et leur investissement professionnel. Est-ce que ça, aussi bien Thomas que Camille, c'est une préoccupation que vous notez et comment est-ce que vous y réagissez? C'est une très vaste question. Ça m'amène à un point, je vais répondre à la question, mais je fais un petit détour préalable, qui est qu'il y a des choses très intéressantes en ce moment qui sont en train d'être réfléchies sur le concept d'éco-anxiété chez les personnes, mais également chez les chercheurs. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs collapsologues, par exemple, disent que le prix qu'ils payent à faire les recherches qu'ils font, c'est qu'ils traversent des phases de dépression, tout simplement parce qu'ils sont tellement engagés dans leur sujet et que c'est un sujet tellement noir qu'ils doivent passer par ça, en fait, tout simplement parce voilà, c'est trop dur, en fait, de travailler sur ça et d'être impacté par ça. Donc, le côté, j'allais dire, pas seulement, comment dire, pas seulement romantique de l'engagement, mais aussi le côté tragique qui peut y avoir. Pour faire une réaction davantage à la question, je suis convaincu par le fait que ces préoccupations sont présentes chez un nombre croissant de personnes, mais je pense aussi qu'est parallèlement croissant chez un nombre croissant de personnes et peut-être même un nombre plus grand, la crainte qu'on les oblige, alors qu'ils ne le souhaitent pas, à renoncer à du confort auquel ils tiennent. Et par conséquent, il peut m'arriver, mais peut-être est-ce excès de pessimisme de ma part, de penser que faire tout ce qui est décrit là à bas bruit, c'est-à-dire le faire soi-même dans son coin et compter un peu sur l'effet de masse, c'est-à-dire personne n'a fait une déclaration générale disant, je ne sais pas, par exemple, maintenant qu'on était prêt à utiliser un lave-vaisselle plutôt qu'à faire la vaisselle à la main. N'empêche que quand tout le monde en a acheté un, le résultat s'est vu sur les ventes. Que de le revendiquer, que d'en faire un manifeste public avec lequel on peut être en empathie, mais que certaines personnes vont prendre comme une mise en cause en fait personnelle, et donc ce qui peut les polariser contre quelque chose. Moi, j'ai tendance à croire dans ces domaines-là que les idées gagnent toujours à la fin, qu'il faut étudier les idées parce qu'elles vont plus vite que la réalité, mais que souvent les plus grands bouleversements dans ce domaine-là se font à bas bruit plutôt que dans des tribunes, en fait. Mais ça, c'est une sensibilité totalement personnelle et j'ai aucune prétention à ce que ce soit davantage que ce ressenti personnel. Thomas? Déjà, je pense les collapsologues, ils transmettent leur anxiété aussi beaucoup aux autres. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette vision. Enfin, je trouve elle pose des problèmes, des vrais problèmes. Bon, bref, je ne suis pas spécialisé non plus. Sur les étudiants, moi, je vois effectivement, alors c'est pareil, là, il y a des biais, mais j'ai l'impression que les étudiants, moi, que j'ai aujourd'hui depuis quelques années, sont plus engagés, mais un engagement qui serait moins radical qu'il y a 20 ans parce qu'il est presque devenu normal sur les questions environnementales et climatiques. Là, on sent que c'est une génération quand même qui a plus que les nôtres, voilà, qui n'a pas grandi dans le même monde, qui vit pas la même chose. Et donc, je trouve que voilà, on sent vraiment ça. Moi, quand j'étudie les candidatures sur les CV, cet attrait vers voilà, la permaculture, les choses, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de l'environnement, les stages qu'ils font sur la protection de l'espace naturel, des ressources, etc. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 5-10 ans, et je vois évoluer les choses. Et voilà, donc ça semble presque plus un engagement. Enfin, il est vraiment évident, il est très partagé. Et pour le coup, c'est important parce que ça questionne aussi nous, notre génération. Nous, le master, par exemple, pour un master en aménagement, comment on le définit et qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, par exemple, on rajoute des choses très concrètes, on rajoute des cours sur les circuits courts, sur l'alimentation, sur des choses comme ça, parce que ça permet ils vont devenir des professionnels, c'est des questions importantes et en plus, ils sont en demande parce qu'ils
Ils ont déjà un avis et un engagement là-dedans. Donc moi, je vois des choses évoluer. Après, effectivement, tout ça, ça vient aussi de dans quoi ils ont grandi, quelles sont les injonctions qui peuvent venir d'en haut, quelles sont les théories qui envahissent, on va dire, ou qui ont un peu de succès sur la scène publique, ce que disait Camille, finalement. Donc, il n'y a jamais une pure liberté, finalement, de penser comme ça, de choix. On est aussi influencé. Mais je vois vraiment, voilà, c'est marqué dans cette génération, quand même, qu'il y a un vrai engagement collectif, quand même, alors que 20 ans plus tôt, on avait peut-être quelques étudiants ou quelques jeunes qui étaient à fond là-dedans, on va dire, mais que c'était beaucoup moins partagé et que les autres continuaient d'utiliser leur lave-vaisselle sans se poser de questions ou autre chose. Juste si je peux rebondir en 30 secondes sur ce que Thomas Zanetti vient de dire, et je trouve un point qui est intéressant aussi que moi j'observe, c'est le déclin, j'allais dire, de la figure du militant simplement qui va suivre une ligne, qui va faire des marchés, qui va coller des affiches, qui va militer pour un conseiller général, enfin des choses comme ça. Et par contre, un accroissement de la figure du preneur d'initiative, en fait. Le fait de dire « Ah non, c'est pas possible dans mon village qu'il n'y ait pas au moins une épicerie sociale et solidaire, donc avec mon voisin et ma copine, on va la créer. » Voilà. Et mu par des préoccupations, j'allais dire collectives, au-delà même du cadre national, au cadre planétaire, mais avec une confiance faite à l'initiative, pas forcément individuelle, mais aussi de petits groupes de personnes, pas forcément institutionnalisés, au local. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, il y a effectivement la démarche individuelle ou d'un petit collectif de proximité pour répondre à une demande particulière. Et puis, il y a ces mouvements un petit peu plus massifs, comme par exemple les questions liées à l'environnement. Je reviens aussi, ça peut boucler avec le propos que tenait en présentation Thomas Zanetti au début lorsqu'il parlait de son implication sur le quartier de la Guillotière à Lyon. Là, ça veut dire observer quelque chose, en faire des recherches, en déduire que peut-être les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont, et embarquer du coup aussi d'autres acteurs qui ne sont pas du monde académique, qui vont être certes les populations au sens large, mais on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Ce sont des gens, voilà, mais aussi des personnes plus fléchées qui peuvent être des politiques, pardon, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des techniciens, qui peuvent être des élus. Ça veut dire avoir aussi cette démarche-là. Et pour ce qui est des étudiants signataires, c'est en tout cas ce qu'ils disent aussi. Ils interpellent les politiques, ils interpellent les entreprises en leur disant, quelque part, on ira chez vous si vous ne faites pas que du saupoudrage, mais si vous vous inscrivez dans quelque chose. Donc, il y a un rôle de pression, de lobbyiste, finalement, presque. C'est quelque chose que vous constatez, Thomas Zanetti? Sur la position, en tout cas dans l'aménagement, l'environnement, puisque c'est les formations dont je m'occupe, effectivement, ils vont devenir techniciens. Ils ne le sont pas encore. Donc, ils voient justement cette posture qui est complexe. Moi, je les avais fait travailler, alors ce n'est pas sur la question environnementale, justement sur la Guillotière, sur un conflit entre un collectif des habitants et les élus, on va dire, pour le dire vite. Et effectivement, ils étaient étudiants, mais futurs techniciens et en situation d'étudiants techniciens un peu. Donc, ils ont vu justement la complexité des choses et je pense que pour beaucoup de gens aussi, psychologiquement, faire son métier en lien et de façon plus ou moins cohérente avec ses propres idées, c'est important, sinon c'est dur. Et donc voilà, ils étaient mis dans cette position justement où peut-être qu'en tant qu'étudiants, ils étaient plus proches du collectif, mais en tant que futurs techniciens, leur futur donneur d'ordre, c'est les élus. Donc ils devaient se positionner comme ça. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple et je pense que voilà, ils ont le pouvoir aussi un peu de changer les choses pour leur génération. Et de toute façon, les façons de faire évoluent. Et donc, moi, je trouve que ces demandes-là sont très légitimes. Je ne connaissais pas cette initiative que je trouve très bien parce que finalement, voilà, pour peut-être sortir du cadre, il faut qu'à un moment donné, on a peut-être des âges et des possibilités où c'est plus facile de proposer autre chose parce qu'après, on rentre dans un système et c'est un peu plus compliqué de le remettre en cause. Et puis, comme Camille disait, on rentre dans un confort aussi. Et donc, on accepte un peu plus facilement les choses. Donc là, effectivement, de faire du lobbying et de dire, bah, nous, on fera ce futur métier pour lequel on est formé, mais selon nos conditions de citoyens, finalement, et notre vision des choses, bah, c'est peut-être une bonne manière d'éviter de se retrouver dans un peu la prison entre la posture de technicien, de professionnel, et la posture citoyenne qu'on peut avoir, qui est des fois dure à tenir. Une question proposée par Rodolphe Fleurich. Rodolphe qui nous dit, suivant les domaines d'activité, les chercheurs se retrouvent aussi parfois engagés malgré eux. Par exemple,
quelqu'un qui fait du génie industriel, de la chimie, de la physique nucléaire, des gender studies, de l'environnement, est, avant même toute déclaration, vu comme engagé par la société. Il peut, le cas échéant, être amené à clarifier son désengagement pour ensuite regagner la liberté de s'engager. Alors ça, c'est une question effectivement d'importance. Je vais vous demander vos réactions à tous les deux. Sans surprendre énormément, je vais plutôt répondre sur les 2 derniers exemples cités que sur les 2 premiers, c'est-à-dire les gender studies et l'environnement, plutôt que la physique nucléaire et la chimie, ou le génie industriel, ou donc 3, où j'ai pas de prétention du tout. Il me semble que, en tout cas, la posture de dégagement telle que je l'évoquais tout à l'heure, peut permettre, on va dire ça comme ça, une posture qui serait de ne pas se revendiquer comme en étant, entre guillemets, moi je ne dis pas que je fais des études en gender studies, mais j'ai aucun mépris pour les études en gender studies. C'est-à-dire que ça m'intéresse, j'ai de la curiosité pour ça, je les lis, je les cite quand je trouve des choses qui m'intéressent, mais je ne me présente pas avec sur un carton en colloque, je suis chercheur en gender studies. Mais je ne dis pas non plus, c'est des élucubrations méprisables, enfin comme les personnes qui sont très opposées au gender studies peuvent dire. De la même manière, dans les approches sur l'environnement, je ne suis pas personnellement collapsologue, par exemple, mais je lis les collapsologues. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de curiosité respectueuse, voilà, que j'essaye de tenir à égale distance, encore une fois, de l'adhésion et du mépris, et qui correspond à ce que j'ai appelé tout à l'heure la posture d'intellectuel désengagé, telle que je l'ai dégagé, telle que je l'ai amené tout à l'heure. Je suis d'accord, effectivement, on se retrouve engagé malgré soi, hein, ça c'est sûr. Et effectivement, suivant les. Alors, des fois, on peut avoir des vrais engagements, mais le sujet qu'on fait intéresse personne, donc on n'est pas repéré quelque part. Et puis, des fois, suivant l'actualité, suivant les débats, effectivement, on va se retrouver à être vu comme engagé. Et c'est marrant parce que quelqu'un qui travaille aujourd'hui, peut-être sur tel sujet, va être vu comme engagé, comme radical, parce que la société parle de ça et que c'est des sujets polémiques, c'est des sujets controversés. Mais 20 ans plus tôt, et c'est à ce moment-là qu'on retrouve des travaux 20 ans plus tôt qui disaient des choses très radicales, mais qui sont passées un peu sous les radars, ou qui n'étaient pas vues de la même manière. Voilà, donc je pense que la société, à un moment donné, construit aussi l'engagement intellectuel d'une certaine manière en fonction de ce qu'elle valorise, ce qu'elle voit, etc. Donc, moi, ça, c'est une des difficultés de l'engagement, parce que c'est là où on maîtrise moins les choses. Et quand on a plusieurs casquettes, pour le coup, moi, c'est quelque chose de très pragmatique. Je dois avoir une interview pour un sujet de la guillotière avec un média, et ils viennent me chercher comme universitaire. Le collectif me demande à quel nom je parle, parce que ils ont refusé l'interview parce qu'ils pensent que ça sera pas assez radical, justement, et que ça sera un peu trop plan-plan. Et puis, je suis aussi habitant. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrive effectivement à calibrer mon discours d'une certaine manière, parce que je peux pas, c'est compliqué en fait, c'est un peu schizophrénique de jouer sur les 3 tableaux. Donc voilà, il y a un vrai risque intellectuel là-dedans, et ça demande un peu du travail. Et j'ai rapidement vu la question de Bernard Guy avant sur le temps, et je suis assez d'accord avec lui. Il y a effectivement, voilà, le temps joue dans le confort qu'on peut avoir ou le non-confort qu'on peut avoir dans telle ou telle posture. Alors Camille, je ne sais pas si tu souhaitais répondre à ce qu'écrivait Bernard. N'y a-t-il pas un rôle du temps pour séparer engagement et interprétation scientifique? D'un côté, une certaine urgence de l'engagement, d'un autre côté, le temps plus long, permettant de décanter les choses et de produire une bonne interprétation. Il faisait référence aux 6 ans de thèse de Thomas. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une dimension rassembler suffisamment d'éléments, et en particulier, moi je pense, là c'est dans ma partie, mais de lecture pour produire des interprétations, ça prend forcément du temps, mais des fois le fait d'aller se cogner à quelque chose de plus immédiat, pas uniquement dans le domaine de l'engagement, je pense à une proposition d'intervention qu'on a acceptée amicalement pour un collègue à qui il manquait une intervention dans une journée d'études, et où rétrospectivement on se dit oula, là, il va quand même falloir que je produise quelque chose d'un peu solide, et ça oblige en fait à aller plus vite, à poser peut-être des choses en disant bon, je les pose pour qu'on les critique, mais je les pose quand même en termes d'interprétation, qu'on repousse indéfiniment, en fait, des fois, quand on a la sensation d'avoir beaucoup de temps devant soi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une capacité à
je trouve qu'on voit ça notamment chez des intellectuels qui ont aussi travaillé dans la presse. Des fois, quand on doit rendre son papier toutes les semaines pour la chronique qu'on fait à un certain endroit, on est moins précis. C'est un défaut, mais ça nous oblige des fois à ne pas tergiverser pendant 20 ans avant de poser une interprétation qu'on avait en tête 19 ans plus tôt. Voilà. Et je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, comme dans de nombreux cas. Et pour revenir sur ma thèse, pour le coup, je suis plus, il y a un décalage. Donc, j'ai fait ma thèse de manière peu engagée, finalement. Enfin, j'ai fait mon exercice académique parce qu'aussi, on répond aussi à des injonctions. On veut s'insérer dans le marché du travail. Donc, on remplit un peu les choses. Et j'ai pas trop, c'était critique, mais j'ai pas vraiment été dans l'engagement. Et aujourd'hui, quand on me sollicite des médias pour parler de Michelin, parce que j'ai fait ce travail-là, ben là, je me permets plus, justement, un engagement et un point de vue qui serait un peu politique. Mais ça dépend aussi à qui on s'adresse. Quand on parle dans un colloque, on ne parle pas de la même manière que dans des médias. Mais parce que j'ai fait mon interprétation, j'ai fait mon travail de scientifique, et donc à partir de ça, je peux aussi délivrer finalement un message d'engagement quelque part qui n'est pas prescriptif, mais un avis critique sur les choses. Et ça, c'est peut-être moins le cas pendant qu'on fait la thèse. Donc le côté post-travail scientifique peut permettre aussi peut-être l'engagement parce qu'on est libéré aussi des normes du travail scientifique. Je vais vous poser une dernière question à chacun. Thomas Zanetti, est-ce que par moment vous avez été en conflit avec vous-même en vous disant tiens, là, je suis en train d'approcher quelque chose qui va pas tout à fait bien résonner avec mon engagement. Et en tant que chercheur, comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que ça a été un peu une turbulence? Ou est-ce que, par exemple, ça n'est jamais arrivé? Alors, je dirais que en termes de recherche pure, non, pas trop, parce que j'arrive aussi peut-être à tenir les deux choses et à me dire qu'à un moment donné, je peux pas être toujours sur le côté militant. Voilà, puis il y a des militants, en étant avec des militants très radicaux, on n'est pas forcément le plus radical non plus, donc ça nous permet de se positionner aussi un peu entre les deux. Mais c'est vrai, pour le coup, voilà, il y a différents niveaux de radicalité. Après, là où c'est plus compliqué, c'est par rapport plus au milieu universitaire en général, et notamment le côté précarisation du milieu, etc. Là, c'est vrai que c'est pas facile. Et au sein du RGL, il y avait beaucoup d'étudiants, de précaires, etc. Ils nous renvoyaient, bah, vous les titulaires, faites pas assez d'efforts pour nous, etc. Sauf qu'on est un peu, c'est compliqué. Quelque part, moi, par rapport au métier de l'université, l'idée de faire grève, vraiment, ce qu'on fait jamais, pour dire, bah, nous, on est titulaire, on est surchargé complètement, on n'en peut plus, on n'a plus les moyens. Il y a plein de précaires qui font tourner la machine et qui vivent mal. Voilà, il y a quand même une crise du milieu universitaire en ce moment. On manque de beaucoup de postes alors qu'on a énormément d'étudiants. Les étudiants sont pas reçus dans les bonnes conditions. Là, l'engagement nécessiterait de dire, mais bon, il est collectif aussi, de dire, voilà, il faut arrêter. Donc ça, par exemple, là, il y a peut-être effectivement une petite contradiction d'être aussi engagé dans le monde social, quelque part, parce que c'est plus facile, parce que peut-être qu'on y est moins directement, son quotidien professionnel est moins directement lié, et de ne pas reproduire le même engagement forcément. Alors, on n'y arrive pas seul, hein, mais de ne pas se donner peut-être les moyens de le reproduire de la même manière dans le milieu professionnel. Ça, c'est peut-être quelque chose pour lequel je manque peut-être un peu de courage, entre guillemets, d'une certaine manière, et que c'est plus facile finalement de s'engager dans quelque chose qui qui n'est pas aussi important finalement dans sa vie de tous les jours, dans le fait que aussi ça permet de se nourrir, que son travail. Donc, ça pose des questions là-dessus. Peut-être qu'il y a un certain confort à s'engager en dehors de sa sphère professionnelle. Camille, est-ce que la posture de chercheur dégagé par moment est inconfortable, c'est-à-dire se dire j'ai une vision et une approche très intellectuelle, très intellectualisée des choses, et quelquefois j'ai envie de laisser peut-être passer quelque chose qui est de l'ordre, je vais employer un mot qui n'est peut-être pas adapté, mais de l'affect, de l'émotion. Et là, sur cette chose-là, j'aimerais bien laisser parler un peu plus ce que je pense et ce que je trouve. Pour le coup, non. Mais ça, je pense que c'est beaucoup lié à un tempérament personnel. Au contraire, moi, j'allais dire, c'est pour ça que je ne la présente pas du tout comme une posture héroïque, parce que pour moi, elle est parfaitement confortable. Donc, du coup, au contraire, ça serait l'idée d'avoir à en bouger qui m'inquiéterait profondément. Mais du coup, ça conduit des fois à se mettre dans des situations, j'allais dire, dont il ne dépend pas de moi qu'elles se passent bien.
Elles dépendent beaucoup des autres. J'avais commencé par des proches, je vais finir par des proches. Des proches disaient, quand on partage mes idées, j'ai l'impression que c'est plus les miennes. Et moi, j'ai un peu cette tendance-là, ce qui me conduit des fois souvent à aller défendre des points de vue minoritaires dans des enceintes où ils sont très minoritaires. Et là, la grande chance que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est, j'allais dire, si je peux donner une image un peu plus humoristique que sérieuse, mais si ça ressemblait des fois aux martyrs de San Sébastien, c'était avec des flèches à bout en caoutchouc. Et ça dépend de ceux qui les tirent. Et j'ai eu la chance de rencontrer des archers de ce calibre-là, donc autrement dit, des gens qui sont avant tout soucieux de débats contradictoires, mais bienséants. Et du coup, ce qui a rendu cette posture-là très confortable et au final plus stimulante que malaisante dans les cas. Merci, merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette heure avec nous pour commencer à nous éclairer, à défricher un peu cette thématique recherche et engagement. Alors, je le disais tout à l'heure, le prochain cercle philo, la date n'est pas fixée, mais logiquement, on devrait retrouver Bernard Guy. Tout ça reste à travailler en coulisses et a priori, on s'intéressera à la question du temps. Le temps qui est un sujet sur lequel Bernard travaille depuis déjà très très longtemps. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Un grand merci à Camille Rollins et Thomas Zanetti. Ce cercle philo, comme tous les autres, a été enregistré. Il sera très prochainement à disposition pour tous sur la chaîne YouTube de La Rotonde. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Merci à tout le monde, au revoir. À bientôt, merci.